Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois, au cours des 2 prochaines semaines, Dr Alain Vadeboncoeur, médecin urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Dr Vadeboncoeur est probablement le médecin québécois le plus connu dans la sphère médiatique québécoise. Vulgarisateur scientifique, auteur, animateur, conférencier. Mon invité porte tous ces titres avec compétence et justesse. Cette semaine, nous abordons dans un premier temps les origines du Dr Vadeboncoeur, son parcours en médecine et sa pratique à l'Institut de cardiologie. Nous en profitons aussi pour discuter de l'état du réseau au sortir de la pandémie. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Alain, bonsoir. Oui, salut Jean-Pierre. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots. Donc, j'ai l'impression de recevoir une vedette. Donc, je vais tenter de te surprendre. J'espère que je vais te poser des questions intéressantes. Et on va essayer de prendre 1 heure ensemble pour faire, pas le tour complet de ta vie. Je pense que ce serait impossible de faire le tour complet d'une vie comme la tienne en 1 heure, mais peut-être aller chercher quelques petits éléments. Ça fait un moment qu'on devait se rencontrer, puis on a pris du retard. Je vais te suivre dans tes questions que je ne connais pas. En fait, je ne sais pas sur quel genre de piste tu vas m'amener, mais je suis ouvert à tout et c'est rare que je refuse de répondre à une question. Écoute, excellent. Ben écoute, on va se lancer d'abord en regardant ton parcours. Je voyais que les mathématiques t'avaient attiré. Pourquoi? Alors, pourquoi d'abord les mathématiques et puis pourquoi avoir choisi la médecine? Puis est-ce que ça a fait de toi un peu un nerd en médecine? Parce que les mathématiciens, souvent, on les imagine comme des gens un peu nerds, disons. C'est assez intéressant comme question. J'ai un parcours très tordu ou tortueux, on pourrait dire, comme médecin. Et donc, je ne suis pas arrivé à la médecine après y avoir réfléchi ardemment depuis l'âge de 3 ans. Mm-hmm. J'ai un peu de médecin dans ma famille quand même. Mon grand-père, mon arrière-grand-père du côté de ma mère, là, il y a une certaine tradition. Mais moi, je n'ai jamais pensé faire ma médecine, honnêtement, là, avant la toute dernière minute. J'aimais beaucoup à l'école secondaire, au cégep, tout ce qui était maths, physique. Là, je me voyais beaucoup plus là-dedans. J'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Et donc, j'avais fait tous les cours, mettons, avancés au cégep là, de mathématiques. J'aimais vraiment beaucoup ça. Et en fait, j'ai fait une demande en maths à l'université et en médecine. Puis je ne sais pas s'il y en avait une qui était accessoire par rapport à l'autre. Mais j'avais pas la médecine, c'est presque une fantaisie à ce moment-là. Parce que vraiment, je ne sais pas si je me destinais à ça, mais les mathématiques m'attiraient beaucoup, les sciences pures. Et d'ailleurs, ça a beaucoup influencé ma perception de la médecine dans mes années d'études. Mais donc, c'est vraiment littéralement sans aucune vocation. Et en fait, le bureau du registraire à Montréal, je pense que c'était à la Poly à l'époque, fermait. Je pense que c'était un vendredi à 16h et j'ai vraiment coché médecine à 15h55 Quand même. Sur le document. Okay. Et donc, j'étais admis aux 2 à ce moment-là. J'avais donc, j'avais dû faire, ça devait être évidemment après les entrevues où je m'étais présenté en souliers de course un peu défraîchi, en jean puis en t-shirt. Et je prenais pas vraiment au sérieux cette aventure. Et donc, j'ai coché médecine et je me suis souvent demandé pourquoi. Peut-être parce que c'était du côté de la vie, parce que c'était quand même un choix. Là. Voilà, donc c'est presque... C'est pas un hasard, je pense. J'aurais probablement aimé faire plein de métiers.
Chaque fois que je voyais un métier passer, je pense que j'avais le goût de me lancer là-dedans. Mais donc, j'ai abouti à la médecine presque par hasard. Donc, mon parcours jusqu'à l'université a été médié, je dirais, par le hasard. Mais c'était pas du tout à ça que je me destinais. Et ça a apparu dans mes études de médecine, on pourrait dire. Dans quel sens? Les résultats? En fait, un peu de tout. Tu sais, moi, j'aimais les sciences pures, les raisonnements, la compréhension, etc. Et à l'époque, je ne sais pas si tu as fait ta médecine en quelle année? Tu es un peu plus jeune que moi. J'ai commencé en 88, moi, mon cours de médecine. À Montréal ou? À Québec, À Québec. Donc, moi, c'était à l'Université de Montréal en 82. Donc, je venais du cégep. Et en fait, je suis rentré dans cet immense amphithéâtre orange, en fait, le P310, le célèbre P310 de l'Université de Montréal, où il y a 200, on était 200 à peu près dans le groupe à cette époque-là. Et c'était vraiment la médecine des cours magistraux d'un bout à l'autre à cette époque-là à Montréal. En tout cas, c'était ça, systématiquement. Moi, je n'avais jamais vraiment développé de méthode d'étude. J'avais quand même de facilité à l'école, tu sais, puis donc, il manquait un peu de méthode. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça assez curieux comme science parce que c'était beaucoup de notions, mais pas beaucoup de liens, en tout cas pas de liens évidents. Tout à fait. Une accumulation, si on veut. Et j'étais entouré de gens qui avaient une mémoire absolument phénoménale, qui se rappelaient de tout, tu sais, qui voyaient un tableau puis qui s'en rappelaient 3 mois après, alors que moi, il fallait que je comprenne un peu. Et je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à comprendre. Dans le fond, il y avait juste des couches d'informations. Et j'ai pas beaucoup aimé ça, honnêtement. Ça, à tel point que, oui, j'ai eu une certaine difficulté. Mes résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que j'aurais pu espérer. Et j'ai pas aimé beaucoup le cours. En fait, on voyait pas de patients non plus à l'époque. Hein, non, tout à fait. Québec, très c'était pareil. Oui, j'imagine. Et donc, j'ai arrêté d'aller au cours après 1 an et demi. J'ai plutôt passé beaucoup de temps au journal étudiant, le Continuum, où j'avais vraiment un plaisir fou à écrire des textes qui n'avaient aucun sens sur des événements culturels, des trucs comme ça. Et j'allais plus vraiment à mes cours tant que ça. Je faisais des examens, mais honnêtement, je pensais abandonner. Et j'ai abandonné la médecine au bout de 3 ans. Je suis allé voir le vice-doyen. J'ai dit, je pense pas finalement. C'était une aventure, mais c'est peut-être pas pour moi. Et donc, j'ai vraiment quitté la médecine. En fait, il m'a dit, écoute, tu peux faire ça pendant 1 an, prendre une année sabbatique. J'ai dit, bon, OK, parfait. Et là, je suis parti en voyage pendant 10 mois, 10 bons mois, là, vraiment un no man's land parce que je m'en allais n'importe où. Là, j'étais en Europe, puis finalement, j'ai passé 6 mois dans le Maghreb, sur le pouce, vraiment. C'est vraiment un voyage à 22 ans. Là, j'avais 22 ans à l'époque. Ça a été un moment assez fondateur parce que j'ai rencontré plein de gens dans le voyage, notamment des Algériens, un jeune Algérien qui m'avait dit à quel point j'étais stupide de laisser tomber une carrière médicale parce que moi, je trouvais ça presque romantique d'arrêter la médecine. Tu sais, je rejetais mais lui, il n'avait pas de travail. Je pense qu'il avait probablement la tuberculose. Enfin, c'était pas tout à fait la même vie. Et il me disait que j'étais vraiment complètement stupide de faire ça et que c'était invraisemblable. Le privilège de l'homme blanc. Là, c'est trop. Oui, absolument. Et là, j'étais sur mon retour un peu. Je suis revenu, puis finalement, j'ai rembarqué. Ça a commencé par un stage de psychiatrie à l'externat où, j'étais un peu décalé après 1 an de voyage, là, honnêtement. Puis après ça, j'ai plongé en chirurgie à l'hôpital Notre-Dame, externe. Et là, j'ai vraiment trippé sur la vie hospitalière, soigner les patients, s'en occuper, etc. Et je me suis raccroché à ce choix-là. Et j'ai jamais regretté depuis ce temps-là. Donc, on est en 86. J'ai jamais regretté une seconde le choix. J'ai adoré ce métier-là toute ma vie, là, vraiment, franchement. Mais mon début a été un peu tortueux. Chaotique. Et voilà. Mais puis, il n'y avait aucune pression familiale. Ça, je comprends. Un père hypocondriaque, même. Au contraire. Mon père était un grand hypocondriaque. C'est vraiment un spectaculaire hypocondriaque. Là. Il avait toujours 3 cancers en général, toute sa vie, je veux dire. Et il était très, très mon père était syndicaliste. Écrivain et syndicaliste. Et en fait, il a même écrit des pamphlets dans les années 60, à la fin des années 60, contre la profession médicale qui s'usurpait des droits, etc. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient pro-médecine dans la famille. Ça devait être un petit choc même quand je l'ai fait. Ceci dit, je pense qu'il n'était pas mécontent non plus. Lui-même était fils de pharmacien.
et né à Outremont, donc, tu sais, je veux dire. Mais non, j'avais pas de pression du tout. Peut-être même une pression un vent un peu contraire. Et il n'y a Tout à personne dans ma fait. famille qui voulait aller dans ce genre de métier-là. Bien que mon grand frère a fait 3 semaines de médecine à 36 ans, imagine. OK. Puis c'était comme un espèce de coup de tête pour un pari. Donc, il était rentré en médecine. Je pense qu'il avait 36 ans. Mais au bout de 3 semaines, il a dit, bon, la blague est finie. OK. Mais j'avais pas de vocation familiale sur la médecine. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Mais avec le temps, on voit le profil public que tu as depuis plusieurs années. Te serais-tu vu faire autre chose? J'imagine que oui, ne serait-ce que peut-être même de la politique à la limite. Parce que il me semble que tu es toujours, il me semble, presque sur le versant politique de la chose. Oui, bon, c'est une question amusante, ça, parce que j'ai eu plusieurs propositions politiques. Sûrement. Et c'est mon père qui, lui, était assez proche des milieux politiques, qui m'a toujours dit va-t'en pas en politique parce que tu vas perdre ta liberté de parole. Okay. Et tu vas. J'aurais probablement pu aller là, effectivement. D'ailleurs, je trouvais ça assez intéressant. J'ai été une couple de fois à l'Assemblée nationale, mettons, dans les commissions, pour présenter, puis je trouvais ça intéressant. Mais je pense que j'aurais pu faire un peu... je m'intéressais un peu trop à tout, finalement. Puis je dirais que ma carrière de médecin, c'est un peu ça. J'ai fait de la médecine, j'ai fait beaucoup de choses autour de la médecine. Mm-hmm. Et c'est toujours pour moi une façon de sortir de la médecine. Puis je pense que j'avais tendance à penser que ça me faisait du bien comme médecin d'en sortir et là d'en parler, d'écrire, en fait. Mais c'était toujours autour de ce métier-là. Moi, le métier, j'ai jamais regretté une seconde. J'ai toujours aimé ça vraiment beaucoup, là. Pratiquer, rencontrer des patients, soigner. Même la vie hospitalière, pour moi, je me serais jamais vu ailleurs que travailler à l'hôpital. Et donc, ça a été vrai. C'est vraiment j'ai jamais eu l'impression de travailler, en fait, comme médecin, je dirais. Parce que j'ai toujours aimé ça. Puis surtout à l'hôpital, le travail d'équipe avec les infirmières, tout ça, ça a toujours été des très beaux moments. Donc, mais j'aurais probablement pu faire un peu n'importe quoi, je pense. Me consacrer à autre chose. Mais est-ce que le fait de Alain Vadeboncoeur, que l'on connaît, le personnage public que l'on voit dans les médias, à la télé, puis le Alain Vadeboncoeur, médecin qui voit des patients, est-ce que c'est la même personne ou ce sont deux personnalités différentes? Parce que moi, j'ai des collègues j'en ai un en tête que je ne nommerai pas, c'est presque une pièce de théâtre de le voir à l'intérieur d'un hôpital. Il y a beaucoup de médecins, je pense, qui retardent l'heure de leur retraite parce qu'à l'extérieur de l'hôpital, ils redeviennent, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est très fort, la vie la vie médicale. L'adrénaline associée à ça. Donc, c'est quelque chose. Non, je pense que je suis assez proche c'est ce que les gens me disent. Moi, je peux pas juger de ça tant que ça. Mais, j'aime, par exemple, rencontrer un patient pour moi, discuter avec lui expliquer des choses. J'ai toujours vu ça comme très, très proche de faire une entrevue, mettons, à la radio ou à la télévision pour expliquer un problème de santé. Pour moi, c'est le même langage. On parle à des gens qui ne sont pas spécialisés, qui veulent comprendre. Il y a un intérêt. J'ai toujours vu ça comme une extension. Je n'ai pas vu beaucoup de frontières. Je pense que je suis à peu près la même personne. Ce qui est peut-être plus étonnant, c'est que je n'étais pas vraiment ce genre de personne-là plus jeune. Moi, par exemple, j'avais beaucoup de difficultés à faire des euros au secondaire, supposons.
j'étais vraiment pas dans mon élément, là. Tu sais, ça me pas traumatisait, mais disons que c'était des expériences intenses, un peu. Souvent, je bafouillais, je parlais très rapidement. Tu sais, autrement dit, je n'étais pas naturellement quelqu'un qui était à l'aise de parler en public, puis tout ça. Et ça s'est développé assez graduellement, ça. Puis si tu rencontres de mes confrères au concert en médecine, d'abord, il y a peut-être peu qui se souviennent de moi en médecine parce que je n'allais pas beaucoup à mes cours, mais j'étais plutôt une personnalité, je dirais, réservée, un peu à part, là, tu sais, pas le flamboyant étudiant en médecine qu'on voit souvent, là, qui est bon en tout, puis tu sais, qui est un grand sportif. Tout ça, c'était pas tout à fait moi. Donc, tu sais, le fait d'en faire de plus en plus, il y a des gens de cette époque-là qui disent, ah ben c'est curieux, on ne te voyait pas comme ça à l'époque, c'était pas évident. Puis, je pense que c'était pas en moi non plus, mais j'ai trouvé plaisir à faire ce genre d'activité-là. Et puis, tu sais, c'est comme tout, c'est des rencontres avec des gens, souvent, d'autres contextes, d'autres milieux qui t'enseignent, qui te montrent des choses. Donc, pour moi, ça a toujours été probablement plus sur le mode de l'apprentissage. J'ai toujours aimé ça, me mettre en danger un peu, puis apprendre des choses avec des gens qui pouvaient m'en montrer beaucoup. Et je suis un peu une éponge comme ça. Donc, c'est un peu ça, mes différentes expériences. Ça tourne autour de rencontrer des gens, sortir de mon métier comme tel, puis me mettre en danger, on pourrait dire ça. Puis des fois, c'était vraiment me mettre en danger parce que j'ai fait des choses pour lesquelles j'avais vraiment pas si on veut, de qualité particulière pour le faire, mais j'ai toujours aimé ça. Ouvrir des nouvelles portes, on pourrait dire. Mais est-ce que ça impose un certain niveau d'excellence à l'hôpital, le fait d'être perçu dans l'image publique comme un expert? Puis, est-ce que ça nous oblige à être toujours fin, ne jamais hausser le ton, ne jamais se choquer? Je ne sais pas si tu vois un peu l'image là, du médecin parfait, là, tant auprès des collègues personnels que des patients. On perd parfois patience. T'sais, on est humain, donc... C'est une bonne question. Honnêtement, je pense que je suis quand même quelqu'un qui a un assez bon caractère, bien que j'ai une tête dure. Puis, en général, je travaille très fort pour quand je pense qu'une idée est bonne pour la faire aboutir. Ce qui peut être... dérangeant puis gossant par moment pour d'autres. J'ai toujours aimé faire beaucoup de choses. Mais je pense que dans mes relations quotidiennes avec les patients, tout ça, c'est pas très éloigné les deux. J'ai fait quand même pas mal de TV. J'ai animé une émission. On a fait 325 épisodes là, des docteurs entre 2010 et 2013 avec ta collègue Chantal Guimond, d'ailleurs, qui était là-dedans. Quand tu es en train d'animer quelque chose comme ça, tu peux pas vraiment faker ta personnalité tant que ça. Parce que ça devient tout de suite évident là, que donc, il faut que tu sois... Fait que, tu sais, j'ai toujours... Donc, projeter l'image... Tu peux pas projeter l'image d'être un gars super cool, relax, puis tout ça, puis être complètement le contraire dans ta vie, ça marchera pas. Fait que je pense que j'ai toujours été assez... dans des contextes comme ça, assez affable. Mais il y a beaucoup de gens qui te diraient que je suis assez gossant par moment, puis que je suis un peu... très exigeant souvent, puis tu sais, je veux que les choses bougent, fait que des fois c'est dérangeant. Ça, dans mon contexte professionnel, c'est vrai. Je l'ai fait souvent. Mais dans ces contextes-là aussi, on n'est pas vraiment l'expert. Tu sais, quand tu fais de la TV, de la radio, les experts, c'est les gens en communication autour de toi, les réalisateurs, tout ça. Puis moi, j'accepte d'apprendre d'eux autres. Là. Tu sais, je ne vais pas leur montrer, regardez, c'est comme ça qu'on fait ça. J'ai beaucoup appris de ces gens-là qui m'ont beaucoup apporté, en fait, autour de ça. Puis ça nourrit la médecine aussi, ça nourrit c'est juste apprendre à dire les choses simplement pour que ça soit compréhensible pour le public. Ben, c'est pas très différent d'apprendre à mieux parler aux patients avec des mots qu'ils comprennent pour que les messages soient clairs. Tu sais, les deux se nourrissent facilement. Tu parlais d'être gossant à l'hôpital, disons, mais j'ai l'impression quand même, en général, les gens vont respecter ça. Donc, sur le coup, c'est dérangeant, mais a posteriori, j'ai l'impression que même les administrateurs vont l'apprécier, d'après moi. Faut pas que tu te trompes trop, par exemple. Il faut que... parce que, honnêtement, j'ai souvent amené des... Puis pas seul, là. Tu sais, juste, par exemple, l'Institut cardio, par exemple. Tu sais, moi, je suis arrivé là en 99. Tu sais, à l'Institut cardio, il n'y avait pas de médecin d'urgence, il n'y avait pas de médecin de famille. C'était les cardiologues qui renaient ça, l'urgence, puis les résidents, tu sais. Fait que, tu sais, moi, quand ils m'ont recruté, c'était vraiment pour partir ça, parce qu'il n'y avait rien, du point de vue de la médecine d'urgence. Et je suis arrivé, tu sais, moi, dans mes réunions de département, j'étais en département de médecine, tu sais, c'était moi, puis 45 cardiologues en sarrau blanc, là. Puis,
quand même des cardiologues, disons... chevronnés. Oui, on pourrait dire chevronnés, avec une... qui faisaient des choses extraordinaires, en fait. Je veux dire, comme dans tous ces milieux-là. Fait que, tu sais, il y avait tout un décalage. Puis, il y a des gens, par exemple, à l'Institut, il y a des médecins, des cardiologues qui ne voulaient pas que l'urgence soit prise par des urgentologues, éventuellement. C'était contre leur... Et donc, j'ai dû m'imposer, mais en même temps développer des alliances très fortes. J'ai travaillé, par exemple, pendant une douzaine d'années avec une infirmière-chef qui était pas mal aussi, elle drivait beaucoup. C'était quelqu'un qui était très intense. Puis on a monté énormément de projets, mais ça brassait parce qu'on transformait complètement le milieu, la façon de faire, etc., etc. Puis ça, il faut être opiniâtre, il faut croire à ses idées, il faut... mais j'ai toujours quand même essayé d'amener des arguments, des données, des faits pour avancer. Puis, j'ai toujours travaillé extrêmement fort aussi. C'est pas... donc, c'est vrai que les gens finissent par respecter ça, que c'est pas gratuit. Si je gosse par moment, c'est parce que je pense que ça vaut la peine d'avancer dans cette direction-là, même si c'est pas toujours évident au départ. Fait que c'est vrai qu'à la longue, je pense que les gens finissent par respecter ça parce que on peut faire ça tout en étant sérieux puis en faisant correctement les choses, si on veut, avec les gens aussi. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Ma vision de cela, moi, j'ai fait un peu d'administration dans le passé, mais si on met le patient au centre de toutes nos décisions, c'est difficile de se faire reprocher quelque chose. Il y a une constance dans les décisions, puis il y a une logique. Puis on le voit assez rapidement lorsqu'on est dans une réunion, puis il y a une décision qui est prise, puis le patient n'est pas au centre de la décision. Ça devient souvent très, très évident. Puis ça crée un malaise si on le souligne. Là. Si on décide de supprimer un poste, puis là, finalement, on demande, mais pourquoi vous supprimez ce poste-là? Puis manifestement, ce n'est pas dans l'intérêt des patients, c'est pour des raisons administratives, salariales ou autres. Ça crée un malaise, mais je pense que ça vaut la peine. Oui, puis en fait, dans un milieu, tu sais, des milieux comme le mien, moi, c'est resté parce que l'Institut n'a jamais fusionné. C'est un très petit hôpital, dans le fond, tu sais, c'est 150 lits à peu près. Donc, c'est un petit milieu où tout le monde se connaît, avec quand même une vocation très particulière. Mm-hmm. Et les gens qui sont recrutés là, je parle surtout de, mettons, les cardiologues, les chirurgiens, c'est des gens qui, effectivement, ils veulent bouger, ils veulent avancer, tout ça. C'est un milieu qui est en ébullition constante et qui a un grand, grand souci du patient, de la qualité des soins, etc. Fait que je te dirais que en autant qu'on accepte qu'il va falloir travailler fort, il va falloir justement viser un haut niveau de qualité, tout ça, les gens sont prêts à embarquer là-dedans. L'autre chose que j'ai découvert aussi, c'est que ça, c'était une nouvelle idée à l'Institut quand je suis arrivé. Moi, j'ai toujours travaillé en cogestion avec l'infirmière-chef. Puis, cogestion complète sur tous les budgets même. Et ça, c'était assez inhabituel même à l'Institut. Sauf que quand une infirmière-chef et un médecin-chef dans un département disent la même chose et s'entendent solidement avant, ça aussi, dans un hôpital, il n'y a pas grand monde qui peut résister à ça. Tout à fait. Quand il y a cette alliance-là. Donc, j'ai fait ça. Tu sais, moi, j'ai été chef 22 ans à l'Institut et j'avais été chef 5 ans à Pierre Boucher. Fait que, tu sais, j'en ai fait pas mal. Puis ça, on apprend aussi. Tu sais, on apprend de nos erreurs beaucoup. On apprend comment avancer plus convenablement dans une organisation. Tu sais, j'ai eu cette chance-là d'apprendre énormément là aussi.
Comment ça fonctionne, l'Institut de cardiologie de Montréal? Si moi, je me présente là avec une douleur à la fosse iliaque droite, je vais être trié, puis ils vont me dire de m'en aller, ou je vais quand même être évalué par Alain Vadeboncoeur qui va me dire, monsieur, vous avez une appendicite. C'est quand même une urgence. Oui, c'est une urgence évidemment, il y a une concentration de cas cardiaques. Donc, on voit beaucoup de cas de cœur, puis évidemment des cas assez complexes, un peu comme à l'UCPQ à Québec. Là, c'est un centre évidemment quaternaire, là, en cardio, tertiaire, quaternaire. Ceci dit, c'est quand même une urgence. On peut se présenter à l'urgence. Ils ne nous amènent pas des traumatisés parce qu'on ne serait pas très bon. Ceci dit, l'équipe d'urgence est assez diversifiée. Il y a beaucoup d'urgentaux qui travaillent ailleurs, en fait, dans des milieux généraux, des milieux de trauma, etc., etc. Donc, c'est pas tout du monde qui ont juste ça en tête le cœur. Il y a le reste. Je dirais que l'autre chose, c'est qu'il y a quand même une équipe d'imagerie qui est extrêmement solide. Tu sais, l'accès au scan, tout ça, qui sont des outils, évidemment, maintenant très utiles en médecine d'urgence. C'est très facile, l'accès à l'imagerie, l'échographie, etc. On en fait nous-mêmes pas mal. Donc, je te dirais que si tu arrives avec une douleur avec fosse iliaque droite, tu vas probablement t'évaluer, te faire un scan, diagnostiquer l'appendicite, puis appeler probablement à Maisonneuve ou un endroit où tu restes pour parler au chirurgien, dire ben là, j'ai une appendicite, puis je vais te l'envoyer parce ça, c'est sûr on t'opérera pas. OK. Ça serait pas une bonne idée. Puis le patient post-pontage orthocoronarien qui décide, lui, de faire une colite ischémique, disons, là, puis qui perfore à l'étage, vous faites quoi avec lui? Il y a des consultants qui, soit sur place ou des corridors de service, évidemment, pour ces événements-là. Il y a une certaine complexité là-dedans. Ça, c'est probablement une des faiblesses d'un milieu comme ça, c'est qu'il n'y a pas tant de consultants. Tu sais, par exemple, il n'y a pas de gastro chez nous. Tu sais, c'est un exemple. Hémorragie digestive post-opératoire. Ils sont tous des anticoagulants, et tout ça, donc c'est pas évident. Mais on a des corridors. Tu sais, puis il n'y a personne autour qui, pour les cas sérieux, tu sais, il va s'obstiner, là, tu sais, c'est « Ah oui, parfait, envoie-moi là, je fais ça, je vais faire sa gastro, etc. » Donc, il y a un certain support de l'externe. Mais effectivement, ça, c'est toujours un peu l'aspect fragile. C'est qu'il faut avoir des très, très bonnes alliances, des bons corridors, parce qu'effectivement, la cholécystite qui est là, qui ne va pas bien, mettons, ben, tu sais, elle ne peut pas attendre très longtemps, puis elle ne sera pas opérée chez nous. Tu sais, donc, il faut trouver une solution pour cette personne. Ouais. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Alain, y a-t-il une question qu'on ne t'a jamais posée dans ta vie? Ben, en fait, et quelle serait la réponse? Je pourrais difficilement te répondre parce qu'en fait, on m'a posé énormément de questions dans ma vie. Hein. C'est ça. Une question que tu aurais aimé te faire poser, peut-être? Ou... Prends le temps d'y penser, on y revient plus tard. Écoute, je vais mettre mon cerveau là-dessus, peut-être que ça va finir par venir. Une zone du cerveau. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont posé beaucoup de questions. Puis je suis pas mal sur les réseaux sociaux où les gens me posent énormément de questions aussi. Fait que ça ne me vient pas spontanément. Si ça te revient, tu me le dis. Je pense que j'ai été saturé de questions. Peut-être, effectivement. Dans ma vie. Dis-moi, le hasard veut qu'on se parle alors que les urgences du Québec font la manchette à nouveau. Oui. Le projet de loi 15 vient d'être adopté sous bâillon. Les grèves d'envergure paralysent le réseau et menacent de le paralyser à nouveau dès le retour des fêtes. C'est comme la tempête parfaite. Donc, tes impressions, toi, aujourd'hui? Donc, ça va pas très bien. Est-ce qu'on est aujourd'hui, là, genre le 20 décembre? On est le 20 décembre 2023, oui. Fait que ça va pas très bien. Ça fait 2-3 semaines que les urgences sont fortement congestionnées du point de vue de l'urgence. Puis je veux dire, le réseau est très fragile. La pandémie a clairement fragilisé
bien des choses, notamment au niveau du personnel hospitalier. Tu sais, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu le plus. Tu sais, il y a deux aspects là-dedans. On est dans une situation difficile, mais si on parle mettons qu'on parle des urgences. Tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière en 90. Il y avait déjà depuis 5 ans des mesures pour désengorger les urgences. Puis, en fait, ça manquait un peu d'originalité parce que des articles sur la congestion des urgences, il y en a en 1970, 71, puis j'en ai même trouvé un en 1961, quand l'assurance hospitalisation est arrivée. Mhm. Fait que, il y a de ces problèmes-là. Puis là, on peut parler soit des urgences, de l'accès à la première ligne, qui semblent être quasiment constitutionnels à notre système. Et je pense que pour les urgences, c'est beau. Parce que, tu sais, j'ai vu en 30 ans, là, en fait, plus que 30 ans, ça fait 32 ans, 33 ans, j'ai vu plein de gens extrêmement brillants se pencher sur cette question extrêmement complexe, là, et travailler extrêmement fort avec des solutions, alors qu'on n'est pas toujours à la même place, mais disons qu'on peut avoir l'impression qu'on est en 1990 encore, au pire, pour ce qui est de certains aspects de la congestion. Fait que j'ai l'impression qu'en emmener, c'est presque des paramètres fondamentaux du système. On sait qu'on a beaucoup moins de lits d'hospitalisation qu'en Europe. Donc, tu sais, on a beau essayer de mieux agencer, mieux faire ceci, mieux faire cela. Il reste que fondamentalement, nos hôpitaux, ils n'ont pas de marge de manœuvre pour absorber la pointe de l'hiver, tu sais, depuis toujours. Puis, j'ai l'impression que peu importe ce qu'on fait, on va toujours à peu près se retrouver à ce point-là au moment où on se parle à tous les ans. Puis, de toute façon, c'est pas juste une impression. Tu sais, j'ai commencé à donner des entrevues sur ces questions-là quand j'ai été président de l'Association des médecins d'urgence en 98, donc ça fait 25 ans. Et je peux te dire que ça fait 25 ans que je fais des entrevues sur la congestion des urgences pendant l'hiver. Mais j'ai comme l'impression que c'est pas pire cette année ou ça s'annonce pire, je ne sais pas. Là, Ça a l'air que les chiffres sont assez comparables. Okay. Ben, tu sais, avec ce qu'on a vécu avec la COVID l'an passé, tout ça, c'est drôle parce que le début de la COVID, ça a été une accalmie un peu dans les urgences. C'est parce qu'on oublie un peu où est-ce qu'on était, mais on sait très bien que dans les années 85-90, quand ils ont commencé à examiner la question des urgences, il y a des gens qui séjournaient 2 semaines aux urgences, là, sur civière, en psychiatrie, par exemple, où il y a des gens avec des cancers terminaux qui passaient 1 semaine parce que personne ne voulait l'admettre dans son département, etc. Il y avait vraiment des aberrations absolument... puis je me rappelle encore, on en parlait. Je pense qu'il y a moins de ces aberrations-là. Les gens ont une meilleure volonté, puis je pense que les urgences sont mieux équipées, avec des gens mieux formés, etc. Donc, fondamentalement, les processus, je pense, sont meilleurs. Mais on reste pris avec un manque de capacité qui fait que dès qu'il y a une pointe, ça tombe à l'urgence et ça déborde là et ça a les conséquences qu'on sait. Puis maintenant, on sait que ça tue du monde. Tu sais, je veux dire, le taux de mortalité est plus élevé quand on est en période de congestion. Là, c'est connu, documenté dans plusieurs pays dans le monde, dont chez nous. Tu sais, donc, moi, je vois ça là, puis je vois la récurrence de ça. Et ça fait vraiment plus de 30 ans qu'on est dans ça. C'est quand même assez particulier, je dirais. Quand tu parles de taux de mortalité accru, c'est donc à condition égale un malade qui va rester plus longtemps à l'urgence a une mortalité accrue. C'est bien ça? Oui, même, j'avais publié quelque chose avec John McCusker là-dessus pour le Québec. Là. En fait, par rapport, supposons, à l'état habituel de l'urgence, supposons que tu ajoutes 10 % de congestion, ben, les patients qui sont là pendant cette période-là, ça ajoute, je pense que c'est 3 % de mortalité à 30 jours de mémoire, là, systématiquement. Tu sais, autrement dit, il y a vraiment une relation. Autrement dit, il y a quelque chose qui fait que quand l'urgence est congestionnée, c'est probablement la qualité qui change. Probablement. Bon, c'est un peu, ou peut-être l'immobilisation prolongée, on ne sait pas trop la cause, mais c'est clairement corrélé avec une augmentation de la mortalité, pas immédiate là, nécessairement, là, mais dans les mois qui vont suivre. Puis ça a été reproduit en Australie, dans beaucoup d'endroits. Autrement dit, la congestion, c'est pas juste une crise du confort, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur la santé des gens, là. Et malheureusement, au Québec, on a été longtemps des champions du monde là-dedans, de façon assez étonnante, là, mais c'est ça. Ceci dit, ce qui est assez fascinant, c'est que malgré ça, il faut dire que j'étais un peu privilégié dans les milieux dans lesquels j'ai travaillé, là. Mais je connais la plupart des gens qui font de l'urgence comme moi aiment énormément leur métier malgré toutes ces difficultés-là. Et là, je parle des infirmières et des médecins autant.
Mais on a un peu les mêmes données en orthopédie, les fractures de hanche, par exemple. On sait que les patients qui attendent plus longtemps ont une mortalité accrue également. Absolument. Ça doit être du même ordre. Je ne pense pas qu'on a déjà étudié les causes précises, mais la corrélation est extrêmement solide et c'est probablement causal. Un peu comme si tu avais effectivement 30 fractures de hanche qui passaient 36 heures à l'urgence. Tu aurais une corrélation sur la mortalité au bout du compte, même si ce n'est pas immédiat. Tu as publié en 2022 aux éditions Luxe le livre « Prendre soin ». Et dans l'avant-propos, tu écris « Ayant touché le fond du baril durant la pandémie, nous sommes peut-être paradoxalement dans une position favorable pour relancer notre système de santé, retrouver un peu d'oxygène et planifier les manières nouvelles de remplir la plus humaniste de toutes les missions, celle de prendre soin. » Alors, trouves-tu qu'un an ou un an et demi plus tard, on est sur la bonne voie pour exploiter les leçons de la pandémie? J'ai un petit fond optimiste, moi. C'est ce que je vois. Et ça me vient de ma mère. Ma mère a toujours été comme ça, systématiquement dans sa vie. Puis je te le dis, aujourd'hui, elle a 103 ans et elle n'a pas changé. Okay. Donc, il y a des raisons probablement qui ne m'appartiennent pas, qui viennent de ma génétique. Mais j'ai toujours été assez optimiste et j'ai toujours pensé qu'on pouvait réfléchir à améliorer les choses et réussir à le faire, du moins en théorie. En pratique, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais l'idée de cette phrase-là, effectivement, c'est ça a tellement brassé le système, la pandémie, que dans des situations semblables, des fois, puis ça ne touche pas juste la médecine, mais c'est l'humanité en général. Là, quand ça va vraiment mal, il y a des fois des nouvelles façons de voir les choses qui fait qu'on peut se retrousser les manches puis reconstruire, mais différemment ou sur d'autres paramètres. J'ai eu l'impression que il y avait cette possibilité-là, mais c'était peut-être autant un vœu c'était peut-être plus un vœu qu'une prédiction, en fait. Et dans ce livre-là, j'explore, c'est rien de magique, là, mais un peu les différents angles que je vois qui pourraient se transformer ou comment on devrait les transformer. Mais c'est sûr que c'est une vision optimiste des choses. À partir de là, comment le faire? Comment faire des choses complexes dans un système complexe qui est sous tension, en crise constante? En fait, c'est la capacité de faire qui est en cause après ça. Fait que t'as beau être optimiste, t'as beau avoir certaines idées, que les idées soient partagées, ça ne veut pas dire que c'est réalisable nécessairement. Un an, je te dirais que, en tout cas, je ne pense pas qu'on a commencé à remonter beaucoup, mais qui sait de quoi l'avenir sera fait. Mais qu'est-ce qui nous manque selon toi au Québec? Là, je vais te donner des choix. Là. Est-ce qu'on manque de courage, de lucidité, d'intelligence, de maturité? Je t'écouterai là-dessus, puis je te donnerai peut-être mon opinion à la suite. Écoute, moi, je serais très surpris qu'on soit très différent des gens partout ailleurs dans le monde qui ont eu à relever ce genre de défi-là. Parce que, je veux dire, je ne crois pas beaucoup à la différence entre les peuples, les gens, tout ça. Les cultures sont assez semblables. Les gens sont certainement aussi intelligents, autant de bonne volonté. Mais on a un historique quand même. Et souvent, les défauts des grands systèmes, il faut regarder un peu l'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'essaie de lire assez souvent sur l'histoire. Un livre que j'avais beaucoup aimé, c'était La médecine au Québec, 1800-2000. Je ne sais pas si tu as lu ça, là, par Daniel Goulet, un historien de la médecine. C'est le seul, je pense, au Québec. Et c'est vraiment comment la médecine puis les systèmes, les organisations ont évolué depuis. Puis j'aime beaucoup ça lire là-dessus, parce que, tu sais, on vient toujours de quelque part. Tu sais, au Québec, on a été le dernier endroit au Canada à adopter les assurances santé, assurance maladie, supposons, en 70, 71, puis l'assurance hospitalisation. Fait que la première chose qui est arrivée au Québec, c'est que, tu sais, quand ma mère a accouché de mes frères et sœurs, qui sont tous nés avant 1960, il fallait qu'ils payent pour l'accouchement à l'hôpital. Puis, il fallait qu'ils payent le médecin. Et c'était la réalité. Moi, j'ai été accouché gratuitement à l'hôpital, mais il y avait quand même une facture du médecin de 85 $ qu'elle a payé pendant un certain temps. Mais, donc, on a un modèle très hospitalo-centriste, mais ce n'est pas sans raison. La première affaire qui a été assurée au Québec, c'était les hôpitaux.
et les médecins n'étaient pas encore couverts. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'hôpital très tôt. Et ensuite, les médecins. Donc, il y a 2 choses qui ont été assurées. Les hôpitaux et les médecins. Puis on a un système qui est très centré sur l'hôpital et très centré sur les médecins. Trop centré sur les médecins, probablement. Et tu sais, le système s'est construit comme ça. L'autre chose, c'est que dans les pays comme les nôtres, comme l'Angleterre, c'est un peu la même chose. C'est des pays où les systèmes sont arrivés un peu top-down, là, contrairement à la France, l'Angleterre. Puis comment les gouvernements ont contrôlé les coûts? Bien, essentiellement en contrôlant le nombre de médecins et en contrôlant le nombre de lits d'hôpitaux. Si on se compare à l'Europe, là, il y a 2 grands paramètres qui nous distinguent beaucoup, c'est le nombre de médecins. En Allemagne, là, je vois de mémoire, mais je pense que c'est au-dessus de 50-60% plus. Là. Et le nombre de lits d'hôpitaux, il y a une très grande différence. Puis ça, ben, c'est la capacité du système à soigner, ni plus ni moins. Fait qu'on part vraiment avec 2 prix, je pense, dans notre contexte. Et pour des raisons historiques ou en fait complexes, on n'a pas été très bon ou très rapide pour s'organiser. Puis là, on parle des systèmes d'information, on parle de plusieurs paramètres, mais si on prend juste les systèmes d'information, c'est un melting pot. Puis on n'a jamais réussi. Là, on a pris vraiment du retard, probablement au moins 10-15 ans de retard sur d'autres organisations. Puis ça vient du fait que ça a été très fragmenté, là. Et ça, je pense que ça a été une faiblesse énorme. Mais tu sais, je pense qu'avant de se dire, bon, on est moins bon, moins intelligent, tout ça, je pense qu'on vient d'un contexte qui est différent. Et c'est probablement assez difficile dans ce contexte-là, avec les capacités de soins qu'on a, de construire. Tu sais, c'est bien beau de dire on va désengorger les urgences, mais on a clairement beaucoup moins de lits, beaucoup moins de capacités et une première ligne qui s'est affaiblie, donc une capacité de voir des patients qui s'est affaiblie. C'est difficile de construire là-dessus. Tu as beau mettre des gens très intelligents, amener des solutions, ben il y a des fondements qui ne sont pas là. Fait que je ne sais pas trop, ça doit être assez complexe à analyser. Et j'ai toujours pensé que quand je vois des analyses comme, tu sais, il faut regarder les paramètres fondamentaux. On manque de lits, on manque de médecins, je pense. Et on a de la difficulté à s'organiser. Puis quand tu prends juste ces paramètres-là, ben, c'est difficile de remonter la pente et de se maintenir au niveau. Je pense que le système évolue quand même, puis on fait énormément de choses très, très différentes d'il y a 20-30 ans. Et on s'améliore dans plein de choses, mais sur les grands aspects, l'accès, les urgences, tout ça, c'est pas mal stagnant, je te dis. Puis je pense que c'est pas parce qu'on est moins brillant qu'ailleurs, honnêtement. Là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de mon entretien avec Dr Alain Vadeboncoeur, médecin urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.